Aujourd'hui, même si Tsaryukan il a travaillé le meilleur camp d'entraînement possible, il ne peut pas avoir eu des lutteurs MMA du niveau de Khabib, du niveau d'Islam, du niveau d'Ousmane, parce que les meilleurs sont déjà dans l'autre camp. Moi, j'ai choqué beaucoup de monde. Pour moi, ça fait longtemps qu'il a. Pour moi, il est au-dessus. Ça fait longtemps qu'il a dépassé. Tsarukyan, Makhachev en lutte, je pense que Tsarukyan gagne. Tsarukyan, Makhachev en MMA, je pense que Makhachev est supérieur. Do you want to be a fighter? RMC. Here comes Inoue. That destructive power does it again. Fighters Club. The baddest motherfucker on the planet. Hey, je vous avais dit quoi? Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 308e numéro du RMC Fighter Club, un Fighter Club qui remonte dans la cage cette semaine pour vous présenter l'UFC 311 ce week-end à Los Angeles et le main event et le co-main event qui vont être incroyables et qui vont nous donner l'occasion d'évoquer la lutte de façon globale. Et avec moi pour en parler cette semaine, toujours pas de Baba, mon partenaire qui est en Thaïlande, on lui passe un coucou pour ses vacances bien méritées et on vous reviendra lundi prochain avec moi. Mais j'ai l'honneur d'accueillir déjà à ma gauche Nicolas Hoth, le coach de Nassourdine Imavov et de bien d'autres, patron de la boîte Smart Fight. Comment ça va, Nico? Ça va très bien. Tu prépares un petit combat en ce moment, non? Ouais, on prépare quelque chose de très sérieux. Israël Adesanya, 1er février, on le rappelle, contre Nassour. Un énorme combat dont on va vous parler encore dans le Fighter Club et sur RMC. Et à ma droite, j'ai l'honneur également d'accueillir Maxime François, 6 fois champion de France de lutte, coach de lutte de Benoît Saint-Denis, de Nassourdine Imavov, mais aussi de tous les autres combattants de Nicolas Hoth. Comment ça va, Maxime? Ça va très bien, merci. Je crois que tu es l'invité parfait pour parler aujourd'hui de lutte et de cette UFC 311 placée sous le signe de cette discipline. C'est parti. De la lutte et encore de la lutte avec de belles ceintures au bout. Premier événement numéroté de l'année, l'UFC 311 lance 2025 sur les chapeaux de roue avec une carte très dense et de superbes affiches dans les deux combats principaux. Islam Makhachev tentera de devenir le premier homme à défendre 4 fois la ceinture des moins de 70 kg dans l'histoire de l'UFC dans un choc revanche face à Arman Tsarukyan qu'il avait battu en avril 2019 pour la première de l'Arménien dans l'organisation. Et Merab Dvalishvili tentera de son côté de défendre pour la première fois son titre des moins de 61 kg dans un choc très attendu face à l'invaincu Oumar Nurmagomedov. Le tout dans l'ombre d'un coach Khabib qui peut ajouter une nouvelle pierre éclatante au plan de son père Abdulmanap en menant son grand copain et son cousin à la victoire. Le RMC Fighter Club fait les présentations d'un UFC 311 placé sous le signe de la lutte avec Nicolas Hoth, coach de Nassourdine Imavov, et Maxime François, 6 fois champion de France de la spécialité. Tu seras invincible. Il est éteint sur la kick. Ce n'est plus qu'une formalité. Il va essayer de terminer. C'est terminé pour l'arrêter. Et victoire par KO dès le premier round. Islam Makhachev. J'ai commencé à croire que j'étais devenu invincible. Il va attaquer sur attention. Il est pas bien, il tape. Il a fait taper de poignet sur le bravo de choc, incroyable. Makhachev qui revient de loin, quelle victoire. Vous avez intérêt à me trouver un challenger de poids éminent. Beaucoup de coups, là encore un. Wow, ça fait des dégâts ça. Et encore un, il va terminer fort le round. Ah oui. Encore des coups de coude de Tsarukyan. Et ça fait beaucoup de dégâts, Je le détrônerai. Quelle accélération, et encore une fois, c'est l'explosivité de Tsarukyan là qui a fait la différence. Je suis le challenger. Et merci au producteur Max Abolin, cette petite prod qui nous chauffe un peu avant samedi soir. Ce sera bien sûr dans la nuit de samedi à dimanche sur RMC Sport à suivre cette UFC 311. Et il n'y a pas que les deux combats principaux dont on va parler. On en parlait un peu en off, messieurs. Mais quelle carte pour démarrer l'année, ce premier événement numéroté. Kevin Holland, Régnière de Reader, qui arrive du One, l'ancien double champion One. Benel Dariush contre Moïcano, Prochaska contre Hill. Ça, c'est que pour la carte principale. Et même en prélim, on a des Peyton Talbot, on a plein d'autres noms. Ça va être très sympa à suivre, donc rendez-vous sur RMC. Mais on va parler des deux gros combats principaux dont je parlais dans l'intro. Messieurs, c'est ce qui nous intéresse beaucoup. C'est un peu un championnat du monde de lutte du MMA qu'on va voir, non? Dans la nuit de samedi à dimanche. C'est ce qui se fait de mieux en MMA, en lutte, Maxime? Pour l'instant, c'est ce qui se fait le mieux, surtout avec le main event et le co-main event, clairement les deux. On va avoir deux oppositions de style. Une opposition un peu lutte dagestanaise avec Makhachev et Nurmagomedov. Et une lutte du Caucase avec un Tsarukyan arménien mais qui s'entraîne quand même en Russie et un Merab qui est de la lutte de Géorgie. On va justement rentrer dans ces détails. Des différences entre ces différentes luttes, c'est, je trouve, hyper intéressant de profiter de cet événement pour ça. Nico, c'est ce qui se fait de mieux à l'UFC en lutte? C'est incroyable. On avait vu le premier combat entre Tsarukyan et Makhachev, qui est pour moi un des modèles de combat qu'on peut avoir sur la lutte, sur le scramble, sur les échanges au sol de lutte.
C'était presque il y a 6 ans, hein, ça nous rajeunit pas. Presque il y a 6 ans et qui était incroyable. Ça va Ça être passe vite, hein. beau de voir l'évolution des deux combattants. On a vu une évolution physique, une évolution de maturité en striking. On va voir toute l'évolution, donc ça va être super intéressant. Et puis d'un autre côté, on a Merab. Merab, j'ai essayé de fouiller un petit peu hier. Je me suis dit, mais combien de fois il s'est fait amener au sol, Merab, dans sa carrière? Très peu de fois, sur des takedowns sur lesquels il est remonté presque quasi instantanément. Lui, de son côté, c'est une machine à takedown. Même s'il ne réussit pas tous ses takedowns, il met un volume d'entrée qui est absolument incroyable. Il en Et est à de l'autre 85. côté, Dans 5, il bat le record de JSP. c'est ça. Record historique de takedown dans l'histoire de l'UFC. Donc il a un record parce qu'il met un volume qui est incroyable, il y a une diversité de takedowns qui est folle. Et puis on a Merab, qui est la nouvelle génération des Nurmagomedov, qui est promu comme le phénomène du clan Nurmagomedov, qui est non seulement un très très bon striker, mais qui a un super timing de takedown, qui est capable d'aller chercher le dos, qui est capable d'étrangler. Et donc on va avoir un profil beaucoup plus complet, mais qui n'a pas fait ses preuves face au plus haut niveau tel que Merab l'a déjà fait. Mais c'est bien ce que tu dis parce que sur les timings, là, quand je préparais l'émission, tu vois, même en striking, ces timings, quand il compte les coups de pied pour aller ensuite au corps, c'est une galère, Oumar. C'est une galère. Ouais, et on va en reparler globalement. Qui vous rajouteriez, pour rester dans ce thème pour l'instant un peu global, vous rajouteriez qui? Tu vois, là, on a 4 bons représentants de la lutte. Et tu rajouterais qui à l'UFC comme... Sur la même carte ou... Non, mais dans les lutteurs, tu vois, qui, toi, te plaisent à l'UFC. Shimaev. Ouais, bien sûr, c'est le premier nom auquel on pense. Shimaev, C'est différent quand même parce que c'est très dans l'explosivité du premier round, j'ai l'impression. C'est très explosif, c'est très concret, rapide. Maintenant, j'ai envie de voir sur tout ce qui est transition et tout ça sur du plus long terme, sur des actions beaucoup plus longues et voir aussi ses positionnements et ses attitudes. Mais ouais, c'est très explosif et ça va fait du dégât. directement au bout. Ouais. Ça, c'est sûr. Nico, tu as d'autres noms que tu Evloev. rajouterais? Ouais, Evloev. C'est incroyable. J'aime trop ces combats. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un de ces combats qui passe, je regarde, je découpe, j'envoie. On a un groupe où on parle tout le temps de lutte, j'envoie des extraits du combat. C'est un modèle. C'est un modèle dans le sens où on a un combattant qui ne se fait pas contrôler. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de phase de contrôle son dernier combat contre Sterling, c'est un modèle de comment ne pas se faire contrôler au sol, sortir de toutes les positions, etc. Alors que Sterling en face, c'est fort au sol. Alors que Sterling, c'est super fort en lutte et en grappling. Donc non, c'est des modèles. T'évoquais un groupe de lutte où vous échangez des choses sur la lutte, des choses comme ça. Je suppose que vous n'êtes pas que 2 d'ailleurs dans le groupe. Globalement, pour rester un peu sur ces thèmes-là, c'est quoi, à quel point la lutte, elle est essentielle dans le MMA moderne, messieurs? Nico? Elle est essentielle dans le MMA depuis toujours. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les premiers lutteurs sont apparus, on peut penser à Dan Severn à l'époque. Il change la donne, Dan Severn. Il change la donne, Dan Severn. Et puis après, on a Don Fry, on a Mark Coleman, on a Mark Kerr. Et on a toute une génération de lutteurs. Et puis à un moment, on apprend à défendre la lutte. Et puis, du coup, la lutte a de l'importance, mais moins d'importance. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, en fait, c'est des lutteurs complets. C'est pas seulement des lutteurs, c'est des lutteurs qui sont capables de soumettre, mais qui sont capables de striker. Shimaev, on parle de son niveau de lutte, mais ce qu'on a vu, c'est que dans chaque combat où c'est un peu difficile sur la lutte, je pense à son combat contre Ikram, il met un uppercut et il met un KO. Je pense Islam qui a amélioré beaucoup son striking, Islam Oumar qui met un qui vient de KO Muay contre Thai. Volkanovski qui lui avait posé des problèmes en lutte. Et donc aujourd'hui, on a une génération de lutteurs très très bons lutteurs, très haut niveau, avec différents types de lutte. En plus, pas que de la lutte libre, il y a du fauchage, il y a du judo, il y a de la lutte gréco, mais il y a de la boxe thaï, il y a du clinch thaï. Mais en plus de ça, il y a un striking très fort, il y a une capacité à garder au sol et soumettre qui est originale, qui est propre au MMA. C'est marrant, Maxime, cette évolution, elle va avec l'évolution du MMA, en fait, où on a des combattants de plus en plus complets. Et comme disait Nico, cette transition de passage de « Ah, les lutteurs, ils nous font galérer. Tiens, on a trouvé la parade. Et tiens, ils rajoutent des armes, ce qui font qu'on regalère contre eux, en fait. Souvent, c'est ce qu'on dit aussi, c'est un peu cyclique. Il y a un bout d'un moment, là, c'est la lutte et ça va peut-être aussi commencer à se réduire parce que justement, les strikers ont fait le nécessaire pour savoir bien défendre en lutte et justement faire plus galérer les lutteurs. Et donc, au final, ça fait monter aussi le niveau, ça fait évoluer le MMA et c'est dans le bon sens des choses. Toi, la lutte de MMA, pour un grand spécialiste comme toi, 6 fois champion de France, à quel niveau tu la mets, tu vois, par rapport à toi, ton background de lutte? Alors, la lutte pour le MMA, elle va être complètement différente de la lutte pure. Vous prenez pas des coups dans la tête après. Voilà, déjà, exactement. Même en termes d'intensité, c'est-à-dire que nous, un match de lutte pure, ça va être 2 fois 3 minutes, avec 30 secondes de pause entre les deux. Et vous allez avoir des athlètes qui sont éprouvés. On va pouvoir faire enchaîner 4 à 5 combats dans la journée, mais c'est des athlètes complètement éprouvés. Donc quand on va devoir lutter à l'image de Makhachev et Tsarukyan pendant 3 x 15, et là, ce week-end, 5 x 5, ça va être vraiment
très dur au terme de cardio. Et il y a peut-être là où ça peut faire la différence, c'est-à-dire que celui-là qui est peut-être moins bien préparé en termes de cardio va peut-être le sentir passer par la lutte, et donc du coup il y aura peut-être une baisse de régime d'un côté ou de l'autre. Intéressant ce que tu me dis, je rebondis, mais sur ton format de lutte à toi, en 2 fois 3 minutes, il y a vraiment des combats, t'es essoré en sortant de ces 6 minutes-là, ce qui correspond à 1 minute de plus qu'un round de MMA finalement. Exactement, mais en fait, si vous voulez, c'est il n'y a pas de temps d'attente, il n'y a pas de temps d'arrêt. Là où, par exemple, dans un combat de MMA, où on va pouvoir avoir des phases de gérer avec son jab et pour garder cette distance, pour essayer aussi de récupérer à ces moments-là, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas de round d'observation en lutte. On va être tout de suite dans le vif du sujet, on va être tout de suite au contact avec un adversaire qui veut aussi marquer ses points, donc le cardio et le cœur vont monter directement, et donc c'est là où on va avoir la difficulté du sport. Bon, on va rentrer dans ces débats sur ces 2 combats. Alors pour l'instant un peu plus le main event, mais c'est pour des thèmes globaux qu'on va développer, messieurs. C'est quoi ? Ça va être simple puisque c'est le thème principal de ces missions. Moi, mon conducteur, il a marqué en gros pourquoi ils sont si forts. C'est quoi les caractéristiques de la lutte dagestanaise, par exemple, avec Islam Makhachev et Umar Nurmagomedov représentants? Qu'est-ce qui les différencie des autres, Nico? Alors déjà pour moi, on peut pas. Enfin, la lutte dagestanaise, c'est différent de la lutte du clan Nurmagomedov. Donc la lutte clan Nurmagomedov. Ouais, parce que la lutte dagestanaise, elle est très très forte sur le plan lutte olympique, lutte internationale, lutte libre. Très très forte, elle s'impose. Mais attention, eux, c'est une école qui vient à la base du sambo. Donc c'est une école qui a ses origines dans le judo. Oui. Donc même s'ils sont très très bons lutteurs, ce qu'on voit, on voit beaucoup de techniques sur le haut du corps. Ils ont beaucoup travaillé avec des kimonos pendant des années. On voit beaucoup de techniques qui s'apparentent à du judo. On voit des fauchages, etc. Ouais, les balayages chez Islam, par exemple, c'est Islam, très prégnant. Ouais. Très très bon judo, très bonne technique sur le haut du corps. Ça, c'est pas la lutte libre dagestanaise classique. Mais attention, les Dagestanais, ils sont forts en lutte, ils sont forts en judo, ils sont forts en lutte gréco, ils sont forts en boxe pied-point. Donc ils ont des grands combattants dans toutes les disciplines. Et les Nurmagomedov, ils ont cette capacité d'avoir travaillé le sambo et donc d'avoir toutes ces projections sur le haut du corps, les projections sur le bas du corps et aussi d'énormes contrôles au sol. Et sur les contrôles au sol, j'ai envie de dire, mais ça c'est mon interprétation, que c'est quelque chose qu'ils ont enrichi avec leur passage aux États-Unis. C'est-à-dire que quand on vient aux États-Unis, sur la lutte freestyle, folkstyle, par contre, la lutte universitaire américaine, il y a beaucoup de contrôles qu'on a appelés ensuite les menottes dagestanaises. Mais ça, c'est des contrôles classiques dans la lutte américaine. C'est-à-dire qu'on va venir chercher les poignets, on va venir rider, on va venir monter à cheval notre partenaire. Et ça, c'est des contrôles qui, pour moi, je pense qu'ils les avaient un peu en partie, mais d'être au contact des lutteurs américains, d'être sur le sol américain et d'avoir cette particularité d'être à la fois dagestanais, d'avoir cette lutte qu'ils ont eue pendant des années et ensuite d'avoir été aux États-Unis, d'avoir travaillé aux États-Unis, je pense qu'ils ont développé un style unique. Et ce style, il est développé pour ces 2 raisons, mais il est aussi développé parce que ce groupe, et c'est ça qui est une des plus grosses forces de ce groupe s'entraîne ensemble tout le temps et depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et donc forcément, le niveau de ces lutteurs qui s'entraînent ensemble, et on a les meilleurs au monde qui s'entraînent ensemble et qui se renforcent, fait que aujourd'hui, même si Tsaryukan, il a travaillé le meilleur camp d'entraînement possible et qu'il a invité des très bons lutteurs sur son camp d'entraînement, il ne peut pas avoir eu des lutteurs MMA du niveau de Khabib, du niveau d'Islam, du niveau d'Ousmane, parce que les meilleurs sont déjà dans l'autre camp. Et ces mecs-là, ce passage aux États-Unis chez Eke, donc chez Javier Mendes, ils ont le meilleur des 2 mondes en fait. Ils ont pris le meilleur des 2 mondes. Je pense. Maxime, toi, quelles caractéristiques tu vois à cette lutte de la famille Nurmagomedov? Qu'est-ce qui te plaît quand tu les vois lutter? Ce qui me plaît, c'est ce switch en fait entre la lutte dagestanaise, comme Nico il l'a dit, et ce switch avec le sambo. Et je suis passé sur RMC pour reparler du premier combat de Tsarukyan dimanche soir, émission Fighter Club Sunday que vous retrouvez sur notre chaîne YouTube, pour ceux qui l'ont pas vu. Et j'ai redécoupé le premier match entre Tsarukyan et Makhachev. Donc je l'ai analysé plusieurs fois, que j'avais déjà fait. Mais en fait, on remarque à chaque fois, il y a 2 amenés au sol de Makhachev sur le combat, sur les 3 rounds, où c'est pas des amenés au sol de lutteurs, c'est des amenés au sol de samboïstes avec des balayages. Oui, les 2 balayages. Exactement. Donc ça, c'est ça qui fait la différence. Et c'est peut-être un plus, parce que nous, à savoir qu'en lutte olympique, ça se fait, mais c'est très rare de travailler les fauchages jambe sur jambe. Voilà, on va avoir beaucoup de takedown et tout ça, mais c'est très très rare, et donc c'est plus judo, plus sambo qui vont travailler sur les fauchages comme ça. Donc ils ont ça en plus. Après, pour rebondir sur ce que Nico disait par rapport aux États-Unis, la lutte folk style, c'est une lutte beaucoup plus ouverte qu'une lutte olympique. Ça veut dire que nous, en lutte olympique, on va aller au sol, on va rester au sol, on va rester ancré pour pas se faire retourner et pas prendre de points.
eux aux États-Unis, c'est tout de suite avoir le réflexe de se relever. Ce qui va être Ça change tout. ce qui va être mieux pour avoir une transition forte en MMA. D'où les menottes daguestanaises pour essayer de bien contrôler ses adversaires. Et d'où les Américains ont aussi ça, de dire quelqu'un qui veut tout de suite se relever parce qu'au MMA c'est ça, et on va devoir le garder et travailler plus là-dessus. Ou nous en lutte olympique, on n'a pas ça. Parce que clairement, en fait, quand vous allez arriver au sol, vous allez prendre un takedown que vous n'avez pas défendu, vous allez vous mettre à plat ventre et défendre. Ce qu'on ne peut pas faire en MMA. Donc la transition avec les États-Unis, elle est très bonne. Et du coup, c'est encore un plus supplémentaire par rapport à ça. Du coup, je rebondis là-dessus, mais ça aurait changé. On se rappelle à l'époque, quand Khabib affronte Justin Gaethje, il y a ce truc derrière. La lutte des mecs de la Nurmagomedov contre la lutte universitaire américaine, avec deux mecs très forts dans chaque spécificité. Si Khabib n'avait pas été aux États-Unis, l'opposition de style aurait été encore plus marquée. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'il a pris des choses aux États-Unis qui lui permettent peut-être d'avoir plus de solutions en MMA. Forcément, ça lui a rajouté quelque chose dans son arsenal. Après, concernant Gaethje, il a dit beaucoup, il a fait beaucoup de choses en disant que il voulait pas forcément lutter parce que c'était très énergivore, et donc c'est très rare qu'on le voit aussi faire ses combats que en luttant, par exemple. Donc Khabib avait déjà un avantage là-dessus par rapport à sa lutte. Quelle différence on a cité dans les grands noms de lutteurs à l'UFC? On a cité un Chimaev. Vous faites une énorme différence entre la lutte des Nurmagomedov et celle d'un Chimaev? Mais déjà, même entre la lutte de Khabib et la lutte d'Islam, c'est très ma différent. question d'après. C'est vraiment. T'es trop bon, Nico. Tu vas trop vite pour le conducteur. Je suis désolé. C'est lui qui a fait l'émission. Mais c'est bien parce que c'est le même thème. Ça veut bien dire que c'est le même thème. Non, mais c'est vrai que déjà entre la lutte d'Islam, d'Oumar et de Khabib, c'est des luttes qui sont totalement différentes. On a une lutte beaucoup plus sur le haut du corps avec Islam, plus complète, mais pas forcément plus forte, mais plus complète. Sur Khabib, on a une lutte sur laquelle le timing d'entrée est pas fabuleux. Par contre, une fois qu'il t'a mis contre la cage, il a une capacité à t'amener au sol, souvent avec des single legs où il va lever la jambe, etc., qui est très très forte. On a une lutte d'Oumar, qui est une lutte au centre, dans laquelle il va descendre en double leg et il va avoir une capacité à prendre le dos qui est impressionnante. Et donc déjà, c'est pas les mêmes luttes. Et Chimaev, lui, c'est une lutte du centre où il va descendre très très bas, il va pousser jusqu'à la cage et ensuite il va remonter sur le haut du corps pour passer dans le dos. Et il a cette capacité qui est quasiment instoppable de descendre tellement bas et puis de remonter tellement vite avec une dépense d'énergie qui est incroyable. Et ensuite, il arrive en quelques secondes dans la position la plus favorable du MMA, c'est-à-dire le dos. Et comme il a une maîtrise qui est absolument incroyable, nous c'est notre modèle d'entraînement, la maîtrise du dos par Chimaev, c'est un modèle. Et donc forcément, une fois qu'il est là, il maîtrise le combat. C'est hyper intéressant sur ça aussi, c'est qu'est-ce que ces gars-là, en fait, la différence entre un Islam et un Khabib, moi je trouve ça hyper intéressant comme débat. Je suis pas spécialiste de lutte, mais je suis amoureux de MMA, vous le savez, j'ai battu beaucoup de combats, et quand je vois Islam, j'ai l'impression qu'il va beaucoup plus chercher la soumission. Que son but, c'est d'aller dans la transition, chercher tout de suite la soumission. Et un exemple symbolique, c'est le combat contre Poirier. Je sais pas si vous avez vu passer les caméras qui sont sur Khabib pendant le 4e round. Quand il met la soumission Islam, quand il commence à me prendre sa position, Khabib lui dit « On est à la fin du round, contrôle. Contrôle, garde-le, t'es dans la bonne position, contrôle. » Et Islam, lui, il va chercher la darse. Et il va chercher cette finalisation. Tu vois, il y a une vraie différence entre les deux approches, entre un Khabib et un Islam Makhachev. Il y a une différence, et moi je trouve aussi ce que Nico a dit intéressant, c'est-à-dire qu'ils vont plus travailler sur le haut du corps, ils vont faire les transitions beaucoup plus rapidement. Et ça revient à ce que j'ai dit au démarrage, c'est que c'est cyclique. C'est que la lutte au démarrage, elle fait beaucoup de dégâts dans le MMA, et on se rend compte que les strikers commencent à bien défendre, et donc on est obligé de réajuster. Et pour moi, là, ce que je disais aussi à Nico, c'est que au sein de la lutte dans le MMA, c'est aussi cyclique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travail sur les jambes et ainsi de suite, de takedown et tout ça, et on est de plus en plus en gréco. Parce que les strikers commencent à bien défendre, parce que juste avec un bon timing qu'ils ont en boxe déjà, en striking, ils ont une bonne analyse de savoir quand est-ce qu'il va rentrer dans les jambes et à quel moment je vais pouvoir bien sprawler. Ils utilisent leur connaissance du timing de striking pour contrer ça. Exactement. Et juste par expérience, je travaille en ce moment avec Youssef Bouganem, qui est une légende du pied-point, mais il a cette intelligence-là de voir les takedowns arriver, dire là je peux, et ça c'est par rapport à son regard de striker. Et donc c'est pour ça que je dis en fait c'est cyclique. Donc vu que les attaques dans les jambes passent un peu moins ou sont plus compliquées à ramener au sol, les gens vont plus aller travailler contre la cage et en gréco sur le haut du corps pour essayer de trouver une autre ouverture. Dans ce main event, on a aussi une notion, notamment chez Arman Tsarukyan, de chain wrestling.
La lutte enchaîne, les enchaînements, voilà, ne jamais laisser de moment off. On passe d'une position à une autre tout de suite. C'est ce qui fait leur force aussi. La force d'un Arman spécifiquement, mais même aussi des autres là. Ouais, c'est ce qui fait la force d'un lutteur de haut niveau. De toute C'est façon, hyper important dans le MMA moderne. C'est pas à toi que je vais l'apprendre, ni à toi, Maxime. Je suis obligé de penser au premier combat, au seul combat de Khabib contre McGregor, où il rentre sur une amenée au sol qui est pas terrible, pas super bien timée. Ils sont au centre de la cage, et puis on a Conor qui défend une technique, une deuxième technique, une troisième, une quatrième, une cinquième, et à un moment, Khabib il a la solution. Et McGregor se retrouve les fesses au sol contre la cage. Mais c'est pas la première amenée au sol, c'est la deuxième, c'est la troisième. Et effectivement, la lutte de haut niveau, shooter comme ça une seule technique, je vais pas dire tout le monde est capable de le faire, mais c'est pas du haut niveau. Par contre, enchaîner plusieurs techniques jusqu'à faire tomber, ça c'est du très haut niveau. Le chain wrestling, cette lutte en chaîne, Maxime, c'est la difficulté parfois quand toi tu donnes tes lumières à des combattants de MMA. C'est dur pour eux de masteriser ces phases-là. C'est dur pour eux parce qu'en fait ça vient avec l'expérience, ça vient avec les sensations qu'on fait à l'entraînement. Avoir vu des situations. Et avoir le coup d'œil. Un striker, il va avoir le coup d'œil. Ah bah là j'aurais pu mettre un jab, là j'aurais pu mettre un bras arrière, là j'aurais pu mettre une jambe que moi je n'ai pas du tout. Par contre, sur la phase de lutte, je vais pouvoir avoir des positions d'attente ou dire ah bah tiens là je peux faire ça, là je peux aller sur cette jambe là je peux relever ma tête pour essayer de prendre le dos. Donc tout ça c'est de l'expérience, c'est parce qu'on a pratiqué que ça vient et tout ça. Concernant le chain wrestling de Tsarukyan, il l'a en attaque et il l'a en défense. Sur une session que j'ai découpée pour dimanche, il y a un bras-tête de Makhachev qui l'amène au sol, donc il fait un bras-tête et il l'amène vers l'arrière, donc la plupart des gens vont être là, ah je sais pas où je suis atterri. Lui arrive sur le dos, tout de suite transitionne sur le ventre, va se mettre sur Makhachev, après il va repartir sur une single, le remettre contre la cage, le récupérer en bodylock et le remettre sur le dos pour prendre le dos au sol. Toute cette transition-là, la personne, entre guillemets, le striker qui arrive dans la lutte ne l'aura pas. C'est vraiment l'expérience qui fait que, et la pratique. Et c'est long à assimiler pour un striker. C'est long, c'est pour ça que les Dagestanais aussi ont un temps d'avance, c'est que c'est dans leur culture la lutte. C'est que il n'y a pas cette question qu'est-ce que mon enfant il va faire comme sport. Est-ce qu'il va faire du foot, est-ce qu'il va faire ça? Chez eux, c'est la lutte, c'est une obligation, c'est comme ça. Nassour nous a raconté les potes qui venaient à la maison et puis bah tiens on lutte quoi. C'est parti. Mais c'est exactement ça. Et vous parlez avec n'importe quel Dagestanais ou Tchétchène, c'est comme ça partout. Vous allez vous faire des matchs de lutte dans le salon avec les cousins quand ils viennent à la maison. Vous voulez faire un sport, vous voulez sortir de la maison pour faire un sport, c'est de la lutte. Il n'y a rien d'autre. Ouais, nous on installait 2 sacs de cartables et on joue au foot. Eux, ils font ça. Exactement. Voilà. C'est exactement ça. Tsarukyan, c'était marrant dans ce que tu as découpé dimanche aussi, on l'a vu sur ce côté défense dont tu parlais. Souvent cette tendance à aller chercher une kimura pour défendre une position. Ouais, c'est ce que je disais parce que Walid Andia m'a posé la question sur le plateau, est-ce que c'est plus une soumission pour soumettre ou pour renverser? C'est de la protection. C'est de la protection. C'est-à-dire qu'en fait il est en retard sur le timing de défense, de takedown. Donc il est pris et il va tomber au sol. Il se récupère avec une kimura comme on pourrait se récupérer avec une guillotine par exemple. Et il va essayer de justement, à partir de cette kimura, essayer de bouleverser cet aspect de combat pour sweeper et passer la position. On ne sait jamais si elle passe. Ce qui est intéressant sur la kimura, petite anecdote, c'est que c'est une technique qui était autorisée en lutte au début du siècle. C'est-à-dire qu'au début du siècle, ça faisait encore partie des techniques autorisées, puis après, ils ont modifié les règles de la lutte au fur et à mesure du temps, mais c'est des clés qui étaient autorisées. Aussi, alors peut-être pas jusqu'au bout, mais en tout cas, c'était autorisé de prendre le bras pour faire des renversements. Ouais, donc c'est dans l'ADN de la lutte. C'est dans l'ADN de la lutte à la base. Encore maintenant, le positionnement sur ce qu'on appelle la kimura, elle est autorisée, ça va être juste... La clé n'est pas autorisée. La clé n'est pas autorisée, mais si vous prenez en kimura et vous gardez sur le ventre, il n'y a pas de clé. Mais ça peut vous servir pour renverser. C'est du moment où ça passe par derrière le bras, c'est plus permis. Là il y a une clé sur l'épaule, donc forcément là, chez nous c'est interdit. Arman Tsarukyan, il est arménien. Mais il le dit quand on voit les reportages sur lui, il est formé à la russe. Il vient en Russie. C'est en Russie qu'il a appris son art. Quelle différence, puisque c'est ce main event qui nous intéresse pour l'instant, entre Islam et Arman sur la lutte? Quelle différence toi tu mets? Est-ce qu'il y en a des fondamentales ou est-ce que ça se ressemble beaucoup? C'est ce qu'on a dit au démarrage, c'est que la lutte dagestanaise, ils ont rajouté, le clan Nurmagomedov a rajouté ce sambo qui va être un très grand plus pour eux.
Tsarukyan a travaillé en Russie, mais pas du côté du Daghestan. Donc c'est encore une autre forme de lutte, mais ça reste une forme de lutte olympique. Donc plus dans le chain wrestling pour moi. Pour ma part, si je dois faire un classement sur le chain wrestling, je pense que Tsarukyan est meilleur par rapport à ça en lutte. Ensuite, l'avantage que Makhachev et le clan Nurmagomedov ont, c'est se combiner avec le sambo et avec le judo. Ils ont beaucoup d'avance quand même pour le coup, Nico. Il était training partner incroyable. Tout à l'heure, on a parlé d'Oumar, on a parlé d'Ousmane, on a parlé quand j'écoutais une interview de Khabib en venant ici, où il disait on a 30 champions, grands champions sur le tatami. Je sais qu'ils ont fait venir Kadi sur le camp. Kadi, c'est médaille d'argent aux Jeux Olympiques en 74 kilos. Donc, c'est-à-dire que dans ton camp d'entraînement, tu as un mec qui a été le numéro 2 mondial de la lutte et qui est là tous les jours pour lutter avec toi. Donc, Tout en étant avec que des tueurs à gages, comme tu disais, autour. Et avec en plus plein d'autres tueurs à gages qui sont adaptés au MMA, etc., etc. Donc forcément, il y a un niveau sur le tatami qui est stratosphérique. On dit souvent dans le MMA, puisque le MMA c'est né d'une opposition de style, on voulait voir qui était le meilleur entre tel art martial et tel art martial, mais que parfois quand tu as deux grands spécialistes d'un art martial, bah ça s'annule. Et qu'on se retrouve, tu vois, que deux lutteurs font parfois finalement un moyen combat de striking, parce que tu vois, c'est leur façon de sortir de ça. Vous pensez qu'on va avoir droit à ça? Parce que le premier, c'est pas ça. Non. Le premier Islam Arman, c'est vraiment prend plaisir dans la lutte. J'ai l'impression que ça, ce qu'on dit là, où ça s'annule, ça arrive souvent avec des mecs du sol. Il y a deux phénomènes du JGB. On s'attend à ce qu'ils aillent au sol et puis finalement ils font un combat de pied-point qui est horrible. Plus JJB que lutte. Mais en lutte, j'ai l'impression, et parce que la lutte c'est comme ça aussi, hein. Comme disait Maxime tout à l'heure, la lutte olympique, t'es face au meilleur du monde, t'as 3 secondes pour attaquer. Et donc tu vas attaquer le meilleur du monde, même si c'est le meilleur du monde en face de toi. Et donc j'ai l'impression que ce week-end, on va voir Islam lutter, on va voir Armand lutter, on va voir Oumar lutter, on va voir Merab lutter, parce que c'est leur point fort. Et ils vont mettre en avant leurs points forts. Regardez le petit sourire de Maxime quand on ça là, il va prendre du plaisir ce week-end devant le combat. Je l'attends avec impatience. Qu'est-ce que tu vas rajouter? J'avais 2 solutions par rapport à ça. C'était soit ça va s'annuler, comme j'ai dit dimanche, soit ça peut s'annuler, sauf que c'est pas dans leur tempérament de dire on va pas lutter. On va se mettre sur un striking et on va pas lutter. Je les vois pas dans ce tempérament de dire on va faire ça. Donc je pense réellement que ça va lutter. En plus la lutte, comme dit Nico, c'est qu'au sol ça peut s'annuler parce qu'une clé ça peut être tout de suite fermée, bloquée et on peut stabiliser la position. La lutte, dans leur enchaînement, il y a toujours des enchaînements, il y a toujours des transitions possibles. Il y a toujours une solution en plus. Il y a toujours une porte de sortie possible, accouplée avec du sol derrière. Donc ça peut être de la lutte pour mettre une pression et montrer au juge que c'est lui qui est actif et c'est lui qui est au-dessus, et ça peut être de la lutte aussi pour derrière aller soumettre. Donc forcément, moi je pense qu'on va avoir un beau match de lutte. Ouais, puis t'as raison, même les caractéristiques des mecs, j'ai l'impression que c'est plus des gars qui ont envie de dire ah bon, t'es fort en lutte? Vas-y, viens, on va voir. On va voir ça plutôt que des mecs qui disent non, on passe à autre chose parce qu'on va s'annuler tous les deux. Ils vont essayer de voir les deux écoles, laquelle est la meilleure, et puis essayer d'aller là-dessus. Ouais, se sentir un peu. Comment on aborde des gars comme ça quand on est coach de lutte? C'est marrant. Là, pour le coup, on a des parfaits témoins pour nous répondre de ça. Benoît pourrait affronter Islam un jour. Ils sont dans la même catégorie. Si ça s'était bien passé contre Poirier, il y aurait même eu une possibilité, à mon avis, l'an dernier, assez vite. Comment t'aborderais ce défi-là, tu vois? Je l'aborde déjà, c'est-à-dire que Benoît il est très fort sur la partie attaque en lutte. Maintenant, il faut qu'il soit aussi très très fort sur la partie défense, parce que là où il est, devant lui, il y a beaucoup de lutteurs, et donc ça va pas suffire que de savoir attaquer et amener au sol. Il va savoir aussi avoir du répondant et avoir du chain wrestling justement pour justement essayer de porter ça à son avantage et avoir de prendre toujours le une dessus. solution. Exactement. Ouais. Et même à partir d'une défense. Et ça, c'est un peu mon point fort. À moi, je suis vraiment plus défensif dans la lutte. Et donc, du coup, de l'orienter sur toutes les possibilités que moi, je vois par rapport à des situations et de voir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que la meilleure décision, c'est ça? Est-ce que c'est ça? Sortir du contexte de je suis bon en JB, je suis bon au sol, mais répondre avec le cerveau, je suis bon, je veux être bon en mode lutteur. Et ensuite, on aura la défense du lutteur, plus la défense du grappleur, qui vont lui donner plusieurs possibilités lors du combat. Comment il l'aborderait, coach Nico, un défi comme ça? Pour Benoît? Ouais, pas pour n'importe qui, tu vois, opposé à ce type-là de combattant. Ouais, bah, il faut se préparer avec des très bons lutteurs. Et le syndrome de la lutte, le truc de la lutte, c'est que ça prend du temps. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il faut développer des sensations. Et les sensations, c'est ce qui prend le plus de temps. Surtout quand tu veux être
capable d'un point de vue offensif, mais même d'un point de vue défensif. Ouais, tu peux pas mettre 30 heures dans une journée de 24. Hein, Bah, c'est ça. Ouais. Et donc, là où ce que dit Maxime, c'est très intéressant, c'est quand il dit c'est déjà quelque chose que je travaille. Parce que je sais que quand on va chercher le top 10 de la catégorie des moins de 70 kilos, on se rend compte qu'en face, c'est des très gros lutteurs. Et donc, forcément, si on doit regarder ces choses-là, forcément, il faut travailler par rapport à ça. Et je pense que c'est la mentalité qu'il faut avoir. C'est-à-dire qu'il faut travailler maintenant dans une catégorie pour, dans 1 ou 2 ans, les adversaires que je peux possiblement rencontrer. Et je rebondis là-dessus aussi, parce que tout à l'heure, tu disais, la prise de dos de Chimaev, elle est un modèle pour nous de lequel on s'inspire. Nassour a déjà dit, il peut affronter Chimaev si c'est pour la ceinture. Bien sûr. On comprend totalement. C'est quelque chose que tu regardes déjà ? Tu as déjà un œil, tu vois, quand tu vois Chimaev combattre, tu te dis comment on aborde ce défi-là ? Déjà, j'adore le travail au sol de Chimaev, donc forcément, j'étudie, j'ai passé je ne sais combien d'heures sur ce qu'il fait, et puis on étudie, on teste, etc. Et après, dans la prévision d'un combat pour Nassour, forcément qu'on est déjà une partie du travail qu'on effectue, c'est déjà, si tu te retrouves dans cette position, comment on peut gérer ça, etc. Et si demain, y a un combat contre Chimaev qui s'organise, forcément, c'est plusieurs mois de préparation pour s'habituer aux différentes étapes. Tu sais, quand tu prépares un combat contre quelqu'un de très fort, l'idée, c'est d'enlever ses armes les plus fortes pour niveler le combat. Et une fois que tu as enlevé les armes les plus fortes de ton adversaire, tu peux imposer tes armes les plus fortes. Et donc, il faut enlever les 3-4 armes les plus fortes de Chimaev. Donc son takedown tout en bas, son body lock, son passage dans le dos et ensuite son contrôle du dos. Une fois que tu as enlevé ça, tu t'es assuré de ne pas perdre le combat. Maintenant, tu n'as pas gagné le combat, tu as juste enlevé des armes. Maintenant, quelles armes tu mets en place pour gagner le combat ? Ça, c'est la deuxième étape. Mais c'est intéressant parce que vous, dans l'optique d'un Nassour qui passe l'étape à Adesanya, derrière, tu as 3 gros noms qui je trouve, qui seraient en lice pour pouvoir combattre pour la ceinture. C'est Duplessis ou Strickland qui vont s'affronter pour la ceinture et Chimaev. C'est totalement différent comme genre de défi entre les 3. Ça veut dire que possiblement... Sur ces points, notamment en lutte. Sur ces points, Nassourdine, il pourrait possiblement affronter le meilleur striker de l'UFC. Parce que pour moi, Israël Adesanya, c'est le meilleur striker de l'UFC. Il a mis KO Pereira. Et derrière un des meilleurs lutteurs. Qui est derrière le meilleur lutteur de l'UFC. Ouais. Dans la même année. Le sourire de coach Nico aussi. Hein. Maxime, il aime bien là. Hein. C'est un souhait. Il aime bien ce genre de défi, mais on lui souhaite que ça à Nassour, bien évidemment. Restant sur Islam et Arman Tsarukyan, est-ce qu'ils ont des défauts ? L'un ou l'autre, les deux, l'un ou l'autre. Enfin, tu vois, est-ce qu'il y a des défauts dans cette lutte aussi ? Sur le premier combat, c'est moins de la lutte, mais ça va être le cardio de Tsarukyan. Mais c'est dû à la lutte. Est-ce qu'il est capable de faire ça ? Et c'était du 3x5. Alors déjà, là, c'est du c'était 5x5. un 3x5, là, c'est un 5x5. Bien sûr qu'il s'est étoffé physiquement, bien sûr qu'il a pris de l'expérience. Il n'a jamais fait de 5x5. Là, ça va être vraiment quelque chose de différent. En plus, avec du répondant en face en lutte, donc le cardio peut monter super vite et haut. Et donc, du coup, est-ce qu'il va avoir cette amplitude à travailler au plus haut niveau en termes de cardio ? Pour moi, ça, c'est mon questionnement. Sur le Shine Wrestling, je le trouve très très bon en termes d'attaque et défense. Donc, je pense qu'il peut faire jeu égal avec Makhachev. Du côté de Makhachev, je vois un peu moins de défauts. Nico ? En fait, déjà, Makhachev, ce qu'on a vu depuis son combat contre Tsarukyan, c'est une amélioration du striking qui est phénoménale. Ouais. C'est-à-dire que son striking, il a une gestion de la distance, il a une gestion de ses kicks, de feintes, d'une anglaise. On l'a vu contre Dustin Poirier. C'est plus le même qu'il y a contre Tsarukyan. Ça n'a plus rien à voir. Il a fait des progrès qui sont pour moi extrêmement spectaculaires, vu la maturité qu'il avait. Quand il est rentré à l'UFC, il était déjà pas tout jeune, il avait déjà fait plein de combats. Et là, aujourd'hui, son striking, il s'est métamorphosé. Et pour moi, il est très très fort en striking. Je le trouvais déjà très fort dans sa gestion de la distance, du tempo, etc. Mais en plus maintenant, sur le plan offensif, il est fort. C'est-à-dire qu'il a des jambes qui peuvent mettre KO. Il a touché Dustin Poirier plusieurs fois en anglaise, ce qui était très 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 étonnant. Il y a des vraies phases où il le domine en anglaise. Il y a des vraies phases où il le domine en anglaise. Donc ça, c'est un jeu qu'il pourrait mettre en place. Hein. Tout à l'heure, on parlait, est-ce qu'ils vont lutter ? En fait, Islam, il pourrait aussi, Islam comme Oumar, ils pourraient les deux baser leur jeu sur un striking dominant et une lutte dominante, mais sur le plan défensif, et puis ensuite éventuellement contrer et soumettre. Parce que le problème des deux côtés, du côté de Merab comme du côté d'Arman, c'est l'absence de finition.
Et donc un jeu au sol qui pour moi est inférieur en termes de capacité offensive, de capacité à soumettre du côté d'Armand et du côté de... Que du clan Nurmagomedov, où eux vont plus. Eux, ils sont très forts au sol sur les soumissions. Et donc on pourrait imaginer un combat, pour les deux, je parle le clan Nurmagomedov, dans lequel ils dominent en striking. Ils attendent la lutte offensive de l'autre côté, ils contrent la lutte offensive avec une lutte défensive très forte, et ensuite ils viennent chercher la soumission au sol. Et ça, ce serait un game plan. Ils attendent l'erreur. Ils attendent l'erreur sur la lutte offensive, ce qui est plus facile en fait. C'est plus facile de défendre et puis de trouver une erreur sur la défense, et dans cette erreur, ensuite aller chercher une soumission. Ça, c'est un game plan tout à fait possible. Et en plus, ce qu'on sait, comme l'a dit Maxime, ils ont un très 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 bon cardio, ils ont l'habitude du 5x5, et ça pourrait être handicapant. Alors pas pour Merab, parce qu'on sait qu'il a un cardio phénoménal, mais ça pourrait être plus handicapant pour Armand. Ouais, totalement. Puis Islam, je le disais dans l'intro, 4e défense de titre, il est habitué vraiment au 5x5 pour le coup. C'est quelque chose qu'il a, et il y a des combats qui ont été en 5, tu vois, donc il sait ce que c'est, clairement. Il a l'impression, t'en parlais, je rebondis là-dessus, mais cette évolution d'Islam depuis le premier combat contre Tsarukyan, notamment en striking, j'ai l'impression, moi, quand même, qu'entre les deux, même si Tsarukyan a aussi fait beaucoup de progrès depuis, que Islam a encore... Entre les deux, celui qui a le plus amélioré son jeu global, c'est Islam. C'est phénoménal. Okay. C'est phénoménal. Mais moi, je dis souvent que les combattants, c'est un peu comme des Pokémon que tu mets quand tu les mets dans un environnement qui est compétitif et qui a une grosse opposition, ils grandissent, ils grossissent et eux-mêmes ils deviennent plus puissants. Et c'est ça qui s'est passé en fait. Islam, il combat pour le titre depuis à 4 ou 5 reprises. Et donc il est face à des gens qui sont très très forts depuis longtemps, et à chaque combat il doit faire énormément de progrès pour montrer qu'il est à la hauteur de l'opposition. Et je pense que même si Armand il a affronté des adversaires très forts lui aussi, mais je pense que ce truc-là, ça fait qu'aujourd'hui, moi je trouve qu'Islam il a progressé plus qu'Armand sur ces dernières années, et je trouve sa progression et son niveau tout simplement phénoménal. Oliveira, Volkanovski, Poirier, les adversaires qu'il a affrontés pour la ceinture, Islam, c'est quand même du très 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 haut niveau. Maxime, pour compléter. Et surtout pour compléter ce que tu dis, c'est que là tu as parlé sur l'aspect combat, mais il y a aussi sur l'aspect entraînement. C'est-à-dire que sur l'aspect entraînement, il est toujours aussi avec du top niveau, et entre guillemets, il n'a pas le droit à l'erreur, sinon quelqu'un d'autre va prendre sa place. Donc forcément, il a l'aspect chaud à l'entraînement et aussi en combat. Lui, il dit que contre Poirier, il fait des erreurs, qu'il voudrait revenir sur certaines erreurs de ce combat-là. Vous pensez qu'on est loin de la version optimale de Makhachev ? Il y a encore des steps à passer, ou on n'est pas loin du prime là ? Il va pas faire ça très longtemps, il l'a déjà prévenu. Ouais. Donc, alors déjà, juste sur l'âge, c'est marrant parce que pour être proche de Caucasiens, d'Aguestanais, Tchétchènes, etc., il y a cette notion d'âge, et c'est vrai qu'il y a cette mentalité. Même quand on écoute Abdulmanap, il disait pour moi, un homme, à partir de 30, 33 ans, il doit consacrer sa vie à autre chose que le combat. C'est-à-dire que tu passes à autre chose. Et ils ne sont pas dans cette mentalité de on va continuer le plus tard possible à combattre. Ouais, c'est plus une question de carrière, c'est une question de vie globale. C'est une question de vie globale, le combat dans la vie globale. C'est-à-dire que tu as ton moment compétitif dans ta vie, et puis ensuite tu as ta vie d'homme, de père de famille, qui va construire quelque chose auprès de sa famille. Et c'est une autre partie de sa vie, et cette partie, elle doit débuter relativement tôt, 30-33 ans. Donc ça, c'est pour la première chose. Et puis après, pour les développements, je vais laisser Max prendre le relais. Sur l'aspect lutte, je pense qu'il est déjà bien. Il n'a pas forcément besoin à développer. Oui, il n'y a plus beaucoup de progrès à faire. Voilà, exactement. Ouais. Il doit rester là où il est, entre guillemets, mais il y a moins de progrès à faire par rapport à Arman, où il a encore des choses à mettre dans son jeu et à faire évoluer sur ses transitions, pourquoi pas comme Makhachev avec du sambo et des phases un peu plus complètes sur la lutte. Islam avait pris ce premier combat en avril 2019, on le rappelait. Je finis là-dessus, mais j'ai vu en préparant l'émission, un interview, c'était Robert Whittaker, combattant moins de 84, tu connais bien Nico, la catégorie de Nassour, qui disait il y a un gap de skills en fait entre les deux. Il y a quand même un gap entre Islam Makhachev et Arman Tsarukyan sur le jeu global. Je suis assez d'accord. Vous approuvez ça ? En fait, on a une performance pour les comparer. Ce qui ne veut pas dire qu'Arman n'est pas un super combattant. Mais l'autre, c'est l'élite de l'élite. On parle de lutte sur l'émission. Moi, je vais faire juste un petit parallèle. Tsarukyan, Makhachev en lutte, je pense que Tsarukyan gagne. Tsarukyan, Makhachev en MMA, je pense que Makhachev est supérieur. Je vois totalement ce que tu veux dire. L'arsenal global est plus développé et élevé. Je pense. Nico. Ouais, totalement d'accord. Et j'ai envie de dire, c'est vrai qu'on a eu un premier combat des deux qui était très serré. Maintenant, notre deuxième outil de comparaison de leurs performances respectives, c'est quand même le combat contre Charles Oliveira. D'un côté, on a un combat avec une totale domination d'Islam, stratégique,
technique, physique, c'est-à-dire que dans tous les comportements, il l'a dominé jusqu'à le soumettre. Et puis de l'autre côté, on a un combat qui est extrêmement serré, que certains voient une décision pour Charles Oliveira, d'autres pour Arman Tsarukyan. C'est un combat qui est super serré et dans lequel il y a une domination de position d'Arman Tsarukyan, mais il n'y a pas une grosse domination dans ce combat. Donc, il passe même pas loin de... Je sais même pas comment il sort de cet étranglement. C'est un combat qui est compliqué pour Arman. Vraiment, c'est vraiment, vraiment compliqué. Pour rester sur Islam, avant de passer au co-main event, je l'ai dit dans l'intro, il y a l'ombre de Khabib Nurmagomedov sur cet événement. Le coach d'Islam, son grand ami qui a pris la succession d'Abdulmanap, le papa, coach bien sûr aussi de Oumar, donc il peut rajouter une ceinture avec celle d'Oumar à celle du clan, ça en ferait 3 en tout dans le clan avec les anciennes de Khabib. Islam, il peut signer une 4e défense de titre, c'est du jamais vu chez les moins de 70. Khabib l'a pas fait, il en avait fait que 3. BJ l'a pas fait. Enfin, personne ne l'a fait dans les moins de 70. S'il gagne, 15e victoire de suite à l'UFC, il n'y a plus que Anderson Silva qui est au-dessus avec 16. Il égalerait Kamaru Usman qui avait fait 15. Il doit faire quoi pour dépasser Khabib? Parce que dans l'imaginaire des gens, Khabib est toujours au-dessus. Après, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce que vous pensez qu'il peut le dépasser? Qu'est-ce qu'il doit faire pour le dépasser? Moi, je vais choquer beaucoup de monde. Pour moi, ça fait longtemps qu'il a. Ouais. Pour moi, il est au-dessus. Ça fait longtemps qu'il a dépassé. Et je vais te dire pourquoi. Sur les accomplissements aussi, moi. Simplement parce que le niveau d'opposition qu'il a rencontré, Islam, en termes de lutte, Khabib, il a affronté des très bons combattants, mais qui étaient des mauvais lutteurs. McGregor, mauvais lutteur. Poirier, mauvais lutteur. Et Gaethje, j'argumenterais qu'en lutte MMA, c'est un mauvais lutteur parce qu'il a quasiment jamais défendu la lutte en MMA. Il s'est fait emmener au sol par tous ceux qui ont essayé de l'emmener au sol. Il a quasi jamais fait de lutte en MMA. En MMA, jamais. Et en plus, il a une position de frappe qui facilite la lutte offensive de l'autre côté, puisqu'il donne toute sa puissance et forcément, tu peux pas tout projeter vers l'avant et défendre la lutte en même temps. Et donc, je dirais que le niveau d'opposition que Khabib a rencontré en lutte MMA est bien inférieur à celui d'Islam Makhachev. Islam Makhachev, c'est Arman Tsarukyan, c'est Charles Oliveira, bien évidemment, c'est Davi Ramos. On oublie peut-être Davi Ramos, mais Davi Ramos, c'est victoire en finale de la DCC par soumission, donc c'était le meilleur grappleur du monde, et Makhachev, il le bat, et donc c'est Volkanovski, et donc forcément... Qui avait fait un énorme travail avec Craig Jones, notamment, enfin avec beaucoup de gens pour se préparer. Un énorme travail de défense, et donc forcément, pour moi, avec cette victoire, il s'impose devant. Donc il n'a pas besoin d'être double champ, de passer Anderson Silva en victoire. Pour toi, il est au-dessus. Moi, je pense qu'en accomplissement aussi. Pour moi, il est déjà au-dessus de Khabib. Par contre, et je te donne la parole, Maxime, tu réponds là-dessus aussi. Moi, je pense qu'en accomplissement, il est au-dessus. En qualité de ce qu'il a affronté, il est au-dessus. Mais il lui manque un truc. Il n'a pas son Conor. Et là, on parle de importance du combat, de combat qui reste dans les mémoires collectives. On rappelle que le Conor Khabib, c'est le plus gros combat de l'histoire de l'UFC. Mais en fait, tu vois ce que je veux dire? Il lui manque ce truc qui fait que tu deviens une absolue méga star. Mais le pauvre, pour lui, le combat idéal, c'était le combat contre Leon Edwards. Ça, c'était un combat qui était incroyable pour lui. Monté de catégorie, il avait toutes ses chances de battre Leon Edwards, de le soumettre. Et là, on se disait, wow, non seulement c'est le champion des 70, mais même à 77 kilos, il est capable de s'imposer. Là, c'est plus compliqué parce que c'est Belal, on sait les rapports qu'ils ont aussi, qui est déjà venu dans le clan. Qu'est-ce que t'en penses, toi, sur ce débat-là global? J'ai vu sur le countdown de l'UFC 311, je crois qu'il parle ou la conférence de presse, il parle de Bilal justement, c'est dans le même manager, mais il dit on va en discuter. Donc il y aurait peut-être une porte de sortie avec son manager pour voir si c'est possible ou pas du tout de le faire. Nico, sa réponse, je pense que c'est l'entraîneur. C'est très précis sur le truc. Voilà, il a battu lui. Le spectateur, je pense que il attend beaucoup plus de Makhachev. Mais sur le plan technique, ce que Nico a dit, c'est que Makhachev, il est au-dessus de Khabib sur tous ses accomplissements qu'il a fait en termes d'adversité. Moi, j'aimerais bien le voir à 77 et voir qu'il aille chercher une ceinture. Ça, c'est le spectateur qui parle et dire, là, peut-être que le spectateur va se dire dans sa tête, oui, là, il a dépassé Khabib. Ce que Khabib n'a jamais fait. Donc, tu vois, forcément, c'est quelque chose d'inédit pour lui, pour ce clan-là aussi. Je pense qu'il y a peut-être ça qui pourrait dire au spectateur, entre guillemets, pas lambda, mais le spectateur qui est fan de MMA, de dire, voilà, il a été dans 2 catégories différentes, il a lavé, entre guillemets, la catégorie 70. Aller chercher le champion à 77 et voir ce qu'il va faire en fait, 77. C'est marrant, il lui manque son McGregor. Mais en fait, ça aurait pu être McGregor. C'est-à-dire que dans un monde idéal, ce ne sera pas le cas parce que je ne crois plus du tout au retour de McGregor perso. Mais un McGregor qui serait revenu, qui aurait froissé Chandler, qui derrière, tu vois, est propulsé par l'UFC. La revanche du combat contre. Je pense que ça aurait pu le booster beaucoup à ce niveau-là. Il lui manque un antagoniste en fait. Et je pense que l'UFC l'aurait fait ça. Bien sûr.
l'UFC l'aurait fait. Ah oui, je pense qu'ils auraient été ravis de le faire. Là, ça aurait battu pas mal de records. Là, je peux te dire que ceux d'avant dans la liste, ils sautaient, c'était pas très grave. Hein. Pour Dana et les copains de l'UFC, c'était pas grave du tout. On passe au co-main aussi et à Merab Dvalishvili, puisqu'on a déjà parlé beaucoup de la lutte des Nurmagomedov. Donc Oumar, qui est le challenger chez les moins de 61 kilos. Mais je voulais qu'on fasse un peu un focus sur Merab aussi, parce que Merab, déjà, je le trouve que c'est un peu hardcore. Là, je vois tous les gens voient Oumar, enfin beaucoup voient Oumar gagnant, comme si Merab et ses 11 victoires de suite, c'était rien du tout. Je crois que ça va être plus compliqué que ça, les gars. Ces tentatives de takedown incessantes, on en parlait tout à l'heure avec Nico, c'est une machine avec un cardio inépuisable qui, s'il doit vous essayer de vous takedown 80 fois dans un combat, il essayera 80 fois de vous takedown. Qu'est-ce qui fait sa caractéristique, Maxime, dans la lutte de Merab? La lutte de Merab, c'est son volume. La lutte c'est son volume. Il n'y a pas, mieux que ça en termes de volume. Il n'y a pas mieux que ça. Enfin, je lisais un truc, il avait fait 60 tentatives contre Petroyan sur son combat. C'est ça. Dans un combat, c'est énorme. Moi, je le prends en bien et en mal. Parce que ça veut dire que 60 tentatives, ça veut dire que tu n'as pas réussi à le garder au sol. Et ce qui, pour moi, un bon lutteur, doit l'amener au sol et le garder au sol. Donc, c'est positif et négatif. Mais en termes de volume, en termes d'intensité, c'est au-dessus du lot. Maintenant, parce qu'il y a ce volume-là, on ne voit pas non plus, j'en discutais avec Nico, on ne voit pas non plus sa défense. Donc moi, j'ai peut-être aussi un petit doute là-dessus sur sa défense. Est-ce que ça va tenir face à un Nurmagomedov? Mais est-ce qu'il n'est pas symbolique de cette vieille expression? La meilleure défense, c'est l'attaque. Moi, j'aime pas cette expression. Voilà, au moins, c'est clair. En lutte pure, clairement, j'ai gagné beaucoup de matchs sur ma défense et moins sur mes attaques. Donc, pour moi, la défense peut être une arme pour marquer des points et pour contrôler un combat. Maintenant, lui, oui, c'est peut-être aussi ça qui fait que parce qu'il a peut-être une faille en défense, donc il le montre parce qu'il attaque de plus en plus pour pas montrer cette faille. Après, il faut pas oublier qu'il a rencontré un Judo qui est quand même champion olympique de lutte. C'est passé, il n'était pas du tout ridicule, loin de là. Clairement. Et donc, voilà. Ensuite, dans la tête des gens, ils ont découvert la lutte via Khabib. La lutte, avant, on n'en parlait pas. Il n'y avait que les experts et les pro-lutteurs qui parlaient de ça. La lutte, ça a été découvert par Khabib. Donc, pour eux, la lutte, c'est la lutte de Khabib. C'est la lutte du clan Nurmagomedov. Et comme on l'a rappelé tout à l'heure, le clan Nurmagomedov, c'est pas que la lutte. La lutte, le sambo, le judo. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas la lutte, c'est ça, la lutte. Non, la lutte pure, c'est encore autre chose. La lutte pure, pour être significatif, ça va être plus la lutte olympique de Arman Tsarukyan. Voilà, c'est plus cet aspect-là. Donc c'est deux écoles différentes. Et Merab est plus proche de ça pour toi que des Nurmagomedov, clairement. Ouais, clairement, ouais. Donc c'est voilà la différence qu'il y a avec un Oumar Nurmagomedov. Comment tu coaches, Nico? Comment tu prépares un mec qui t'étouffe à ce point-là, où tu sais que de toute façon il y reviendra quoi qu'il arrive pendant 25 minutes s'il faut? Sur le plan défensif, si j'étais Oumar, Oumar, ce qu'il a c'est d'incroyable, c'est ses déplacements. C'est vraiment un bon striker et c'est pour ça qu'il a un aussi bon timing quand il rentre dans les jambes. Et donc déplacement, feinte, déplacement, frappe, et ensuite lui-même contrer et les avancer parce que donc mettre du volume dans tes déplacements, pour mettre du volume dans les déplacements, en fait. Dans les feintes, dans les frappes, dans les contres, et ensuite être capable, bien évidemment, d'anticiper la lutte offensive de Merab, soit en la bloquant de manière punitive. C'est par exemple un sprawl avec un contrôle tête, un passage dans le dos, des actions comme ça, ou simplement en la bloquant pour lui faire dépenser de l'énergie à des moments où c'est totalement bloqué, contre la cage par exemple. Mais encore une fois, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Merab, effectivement, il y en a qui oublient que en termes de palmarès pur, Merab c'est bien supérieur à Oumar en termes de palmarès. Quand ça me paraît ouf qu'il soit aussi sous-estimé avec les mecs qu'il a battus. Henri Cejudo, José Aldo, Peter Yan, et tu t'es baladé avec Sean O'Malley, mais comme si c'était super facile de l'amener au sol. Son palmarès, il est très très fort. Mais effectivement, de l'autre côté, Oumar, il est annoncé comme le prodige. Et effectivement, on a vu des beaux combats. Excuse-moi de te couper, mais tu crois qu'il y a un côté, c'est Laura Nurmagomedov, ça? Ouais, il y a une aura. Parce que c'est Nurmagomedov en face, forcément le mec est favori. Il y a une aura. Parce qu'ils n'ont jamais été battus, ces mecs-là. On rappelle la famille Nurmagomedov, ils ont toujours 0 dans la colonne des fêtes. Il y a l'aura du training camp. Il y a l'aura de ce qu'on dit sur lui, parce que vraiment tout le monde en dit que du bien dans son camp d'entraînement. À commencer par Habib. Il y a l'aura des training partners qui sont là. Et puis il y a l'aura de, effectivement, quand il a été affronté Sandhagen, qui était numéro 2, effectivement, il a montré qu'il avait ce niveau-là. Et c'était son premier gros, pour moi, c'était son premier gros test. Donc
PS, t'as cité José Aldo, tu sais comme on aime José Aldo tous les deux. C'est le seul qui réussit à défendre les 16 tentatives de takedown de Merab dans son combat, alors qu'il est déjà sur la fin de sa carrière. Grande D, José Aldo, comme d'habitude. Comme d'habitude. On peut dire ce que tu disais, Rabib disait, Oumar, c'est le plus talentueux C'est de ça. l'équipe. On rappelle une équipe où il y a Islam Makhachev, où il y avait Rabib, et où il y a Ousmane, qui est champion au Bellator, feu Bellator, puisqu'on a appris que le Bellator n'existait plus désormais. Il a raison. Tu le crois? C'est le plus talentueux? On va voir. On va voir samedi. Je crois ce que je vois. Et j'attends de voir ça samedi avec impatience. C'est sa confirmation. On peut pas dire qu'au niveau du palmarès, ce soit quelque chose qui soit prouvé pour l'instant. C'est là qu'il doit prouver. Voilà. On peut dire que, esthétiquement parlant, c'est-à-dire quand on regarde ses combats, son striking, ses déplacements, ses entrées dans les jambes, sa capacité à soumettre, oui, c'est très beau. Le reste, c'est le jour du combat qu'on peut prouver tout ça. Maxime, toi, qu'est-ce que t'en penses? En fait, pour moi, il prend de l'expérience au fur et à mesure. Et donc, du coup, les grands, Khabib, tout ça, ses cousins, ont essuyé les plâtres aussi. C'est-à-dire, là où ça allait pas, ils ont réajusté. Et ils ont réajusté sur, justement, Oumar, Islam et les générations qui vont arriver aussi derrière vont être, pour moi, je pense, aussi fortes, voire beaucoup plus fortes, parce que tout ce qui n'est pas passé là, on va les réajuster à ceux qui arrivent derrière, et ainsi de suite. Donc forcément, quand on a Khabib en tant que coach et qu'il a déjà fait une grande carrière, et derrière, il va perpétuer ce truc-là, et réajuster, et redonner des trucs en plus supplémentaires, forcément, les années qui vont arriver, les combattants qui vont arriver derrière, vont être de plus en plus forts. La génération d'après, on a déjà peur, hein, Maxime, parce que si C'est c'est le cas là, ça va être une galère de fou quand même. J'ai l'impression aussi que Merab, même s'il est sous-estimé par beaucoup d'observateurs, de pronostiqueurs, de choses comme ça, donc, quand tu vois son état d'esprit, il n'aura pas peur des Nurmagomedov. Qu'est-ce que t'en penses? Tu vois ce que je veux dire? Il y aura Je sais pas. C'est l'impression que j'ai, moi, qui va l'aborder. Son état d'esprit, j'aurais dit oui. Mais je le trouve tellement nerveux à l'approche de ce combat. Ouais, ok. Moi, j'ai regardé la conférence de presse. J'ai regardé la conférence de presse. Conférence de presse, je le sens pas serein. Ouais, pas le même Merab que d'habitude. Donc je le sens pas serein. Il est très nerveux. Ouais. C'est assez drôle de voir que les deux camps, le camp de Merab et le camp des Nurmagomedov, s'entraînent à Vegas. En fait, ils s'entraînent. Ils sont probablement à 20 minutes en voiture l'un de l'autre. Peut-être même moins. Peut-être même moins. J'ai l'impression que le clan de préparation de Merab est quand même beaucoup moins fort que celui d'Oumar, forcément, mais ça peut être un peu moins fort, mais là j'ai l'impression qu'il est quand même beaucoup moins fort. Ouais, une différence. Non, je le sens pas serein. Mais ça veut pas dire attention, hein, ça c'est ce qu'on sent avant, ça veut pas dire qu'il va pas performer, mais je le vois pas arriver super serein. Alors que c'est quand même un état qui est assez positif pour gagner. Et moi, c'était aussi le fond de ma question, c'est que c'est un mec qui d'habitude, je trouve, a une certaine sérénité quand il approche ses combats. C'est ça. Moi, je l'ai trouvé. Il sait, je suis meilleur que le mec en face. Tu vois. Je l'ai toujours trouvé très confiant, très serein. Et là, il y a beaucoup de nervosité. Alors, est-ce que cette nervosité, elle est liée au fait que je pense que le title shot n'est pas justifié pour Oumar? C'est ce qu'il prétend. Ou est-ce que c'est vraiment la peur d'avoir un adversaire qui est plus coriace que lui? On me dit tout de suite, c'est justifié ou pas? Donc Oumar Nurmagomedov, on rappelle, il a un grand nom à son palmarès, c'est Cody Sandhagen, qui était dans le top 3 de cette KT. Donc il a battu un top 3 de la KT, donc il mérite d'être dans une place où on l'emmène vers le title shot. On rappelle qu'Islam, avant de prendre Charles Oliveira, il n'a pas battu grand monde du top 5 Exactement, c'était la même discussion. Il y a un privilège? Il y a un team Khabib privilège, les gars, à l'UFC, vous pensez? Parce que c'est Rabib, parce que tout ce qu'il a apporté, et que forcément il y a une relation qui est particulière. Pour Islam, j'ai l'impression que ce qui s'est passé, c'est qu'il a affronté plein de gars qui étaient top 10, top 20. Il progressait lentement, et puis d'un seul coup, on lui a proposé un top 5, et ensuite, on lui a proposé le titre. Et contre le titre, il a prouvé comme personne. Et Oumar, ça ressemble un petit peu. Et Oumar, on prenait des mecs ça ressemble un petit peu. D'un coup, boum, Sandhagen et title shot. Bon, est-ce que, tu vois, la phase où c'est long avant, on va dire que c'est injustifié. Et puis la phase où d'un seul coup c'est rapide, on va dire qu'il y a un privilège. Je ne sais pas s'il y a un privilège. Je sais que moi, j'essaie de réfléchir pas en termes de privilège, j'essaie de réfléchir en termes de business. Et est-ce que c'est un combat qu'on a envie de voir aujourd'hui? Que ce soit Merab contre Oumar ou que ce soit Armand contre Islam, c'est deux combats qu'on a super envie de voir. Et donc que ce soit privilège, pas privilège, je ne sais pas. Mais est-ce que tu me demandes dans la KT, est-ce que j'ai envie de voir un autre combat? Non, je suis très très content de voir ces deux combats. C'est ce qu'on voulait voir? Ouais, c'est ce qu'on veut voir. Privilège ou pas, moi d'un côté, il y a mon spectateur qui dit oui, privilège parce que Khabib derrière, parce que tout ça. Si on fait des exemples un peu contradictoires,
Benoît, il a rencontré Dustin Poirier. Il était presque pas assuré, mais que s'il gagnait Poirier, il allait presque faire le titre avec eux. bon. Ça sentait très bon pour faire le titre avec Islam. Donc, qu'est-ce que lui a de plus enfin, il n'est pas dans le clan Nurmagomedov. Non. Donc là, on parle d'un Vadim Pilmblet qui monte et qui a refusé Benoît et que potentiellement, il y aurait peut-être un Chandler. Est-ce que lui... on ne sait pas. Il y a pas. Je pense que Dana fait aussi son business, comme dit Nico. Il y a aussi pas que le sportif, il y a le business. Et si ça lui rapporte de faire un Oumar Merab, c'est qu'ils veulent le faire pour avoir ce combat. Non, mais je pense que tu as raison sur privilège, était peut-être pas le bon mot. Business, en effet, est un bon mot. Et même, c'est du storytelling aussi, le MMA. C'est ça. On est les premiers concernés à pouvoir vous le dire à RMC, mais c'est du storytelling. Et je pense que la famille, tu vois, le clan Nurmagomedov, ces mecs qui ont plein de ceintures, qui sont invaincus et tout, c'est une super storytelling pour l'UFC, parce qu'en plus, le premier mec qui les fera tomber, tu peux en faire une superstar. Le mec qui a fait tomber le clan Nurmagomedov, c'est intéressant. J'ai 2 dernières questions, messieurs, qui vont être plus globales sur la lutte et tout ce qu'on vient de parler. C'était passionnant pendant cette heure. Si on n'a que des Merab Dvalishvili ou des Islam Makhachev champions, est-ce que ce sport, il prend un risque en termes de popularité? Vous les voyez, les commentaires de certains qui s'embêtent devant des combats où il n'y a que de la lutte ou du grappling. Nous, on dit toujours, vous voulez aller voir du striking, allez voir le One, allez voir le Glory, allez voir du Muay Thai au Rajaman Stadium. C'est que ça qui vous amuse. Nous, on aime le MMA, donc tout dans l'ensemble de globalité. Mais vous comprenez ma question? Est-ce qu'il y a un risque en termes de popularité pour ce sport? Moi, je vais pas être objectif, mais je vais dire que non, parce que j'aime ces combats-là. Moi, c'est la carte qui arrive là samedi, je l'attends avec impatience, parce que j'ai envie de voir des belles transitions, j'ai envie de voir de la lutte dans du MMA, et parce que je viens de la lutte. Après, le spectateur, et encore une fois, est-ce que c'est le business que l'UFC recherche, et est-ce que c'est ce qu'il veut que d'avoir des lutteurs Mais pour moi, Khabib était peut-être... plus c'est dur ce que je vais dire, mais c'est pas ce que je pense vraiment, mais plus chiant à regarder qu'un Islam, qu'un Tsarukyan, qu'un Merab, qu'un Oumar. Si on avait que des Rabib, ce serait plus dangereux, je pense. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc la question, je pense que l'évolution de la lutte et l'évolution qu'ils ont dans la globalité, c'est-à-dire que d'améliorer leur striking, comme Oumar, on a dit, comme Makhachev a amélioré son striking, vont faire des combattants meilleurs, des combattants de MMA et pas que des lutteurs. Donc je pense que c'est peut-être pas dangereux pour l'UFC. Nico. Ouais, pareil. En fait, quand tu vois un Islam qui est capable de mettre des KO, qui est capable de soumettre et qui est capable de faire la lutte en chaîne qui est magnifique, quand tu vois un Oumar qui est capable de striker, qui est capable de soumettre, etc. Non, pour moi, c'est ça l'ADN du MMA, c'est magnifique et on ne prend pas de risque avec ce type de profil. Maintenant, effectivement, est-ce qu'un Merab qui strike très peu et qui amène au sol sans soumettre, est-ce que ça a des décisions comme ça sur 5 rounds? Moi, ça me va, mais est-ce que le commun des mortels, ça lui va autant? Peut-être un peu moins. Nous, ça nous ira toujours, tu sais, Nico, qu'on débattra toujours de ces combats et on en parlera avec plaisir. Mais là, je te parle, tu vois, du pour le commun des mortels, je pense qu'un profil comme Merab, ça va être dans ces 4 personnes qu'on voit là, ça va être le profil le plus chiant, entre guillemets. Mais les profils comme Oumar ou les profils comme Islam, il y a du finish. C'est beau, il y a du finish, ça va dans toutes les distances. C'est l'ADN du MMA. Moi, quand je vois des gens dire, parce que t'en vois passer des fois qu'Islam est chiant, les mecs, on regarde pas les mêmes combats, je crois. En fait, ce qui m'inquiète, c'est le striking de bas niveau, c'est la lutte de bas niveau. Quand tu vois un combat qui est de bas niveau en striking, en lutte ou au sol, quelle que soit la dimension, tu t'ennuies. Quand c'est du haut niveau, finalement, tu prends du plaisir, quelle que soit la dimension du combat. Et l'évolution dont parlait Maxime, en fait, elle est symbolique aussi. C'est-à-dire que, et ça va avec le jugement. Je trouve un Rabib qui pouvait se permettre que de contrôler parce que le jugement à l'époque favorisait plus ça. Aujourd'hui, Islam, il doit aller plus chercher les soumissions, il doit aller plus dans le striking aussi parce qu'il faut faire des dégâts pour prendre les rounds aussi au cas où et influencer le juge. Donc l'évolution du sport va vers moins de combattants chiants entre guillemets. Du sport et du jugement par du jugement, juge, parce que ça a une importance, mine de rien. C'est les dégâts. C'est les dégâts et je pense que l'évolution là-dessus, ça va moins réconforter un Khabib, mais par contre ça va plus réconforter Islam parce qu'ils doivent faire plus que lutter. Islam, Oumar, Ousmane, les deux viennent du Muay Thai, c'est le MMA ces gars-là. C'est ça. Le MMA. Et preuve en est un mec comme Chimaev qui est peut-être une des plus grosses superstars de l'UFC aujourd'hui et qui pourtant est un jeu qui est basé énormément sur la lutte. Et pour finir, pour un coach de MMA ou un coach de lutte dans le MMA, c'est le défi ultime de battre un mec de la team Rabib. Non. Est-ce que c'est le défi ultime du MMA, tu vois, genre le boss final? Non, là je vais parler de nous, tu vois, le défi ultime aujourd'hui. C'est le champion. C'est de battre Israël Adesanya dans un premier temps. Et tu vois, je considère pas que, tu vois, qu'Israël Adesanya il est en dessous en termes de défi
que de battre un membre de la team. Donc non, je pense que ça dépend des catégories, ça dépend des adversaires, ça dépend de. Mais le défi, non, il y a un défi qui est particulier pour chaque catégorie. Maintenant, effectivement, le palmarès qu'ils ont accumulé, surtout au niveau auquel ils combattent, c'est hyper impressionnant. Et pour le coach de lutte? Je dirais pas un défi ultime pareil, mais plus un défi comme les autres. Et parce que si c'est lui qui est à la ceinture, oui, c'est un défi, c'est un gros défi. Après, ce qu'on sait, c'est être champion, c'est bien, y rester, c'est mieux, et voir qui arrive par la suite. Parce que si derrière, il y a un gros striker qui n'est pas du tout de la team Nurmagomedov et qui arrive, et ben, il faut le prendre. Et c'est et ça devient aussi le nouveau défi. Exactement. Et donc, c'est jamais le défi ultime, mais c'est toujours un nouveau défi, un peu plus fort que d'habitude. Et voilà, il faut y répondre. En tout cas, je peux vous assurer que Merab, le connaissant, si jamais il est le premier à battre un des Nurmagomedov, vous allez l'entendre bien longtemps flamber là-dessus. Il va se faire un malin plaisir de le souligner à tout le monde pendant des années. Et on finit juste, je te fais un mot rapide. Je sais que vous voulez pas trop discuter du combat de Nassour à venir. Vous restez un peu dans votre bulle et c'est normal vu le défi. C'est un des plus gros combats de l'histoire du MMA français. J'ai juste te demandé, Nico, il est prêt pour le défi de sa vie? On est à une quinzaine de jours. Ouais, il est prêt. Il est prêt? Ça t'excite beaucoup? Ouais, forcément, je suis super excité. On part lundi prochain, donc le 20, on part en Arabie Saoudite et donc on va finir les 15 derniers jours là-bas. Okay. Et voilà, tout va bien se passer. On aura le meilleur Nassour de sa carrière pour le plus gros défi de sa vie. Exactement. C'est tout ce qu'on voulait entendre. Et vous aurez un film sur RMC Sport qui va vous raconter tout ça. On a été tourné à Auckland notamment avec Israël Adesanya qui nous a accordé une interview exclue où il parle de Nassour. Donc vous découvrirez tout ça sur RMC Sport bien sûr très vite. Messieurs, c'était un plaisir de vous avoir avec moi. Des petits pronostics juste rapides sur ce main event. Est-ce qu'au main event vous nous dites nos gagnants? Pas besoin de nous dire comment ou quoi que ce soit. Très rapide, Maxime. Makhachev et Nurmagomedov. Nico. Ouais, j'ai envie de dire Makhachev et sur l'autre, je mets mon joker. On verra. Eh ben, Makhachev et Merab. J'y crois. Je crois qu'il va le faire, Merab. Ah ouais. Ouais, je crois qu'il va le faire. Et puis vous me reviendrez. Ce serait pas fou qu'il le fasse. Ce serait possible. Hein. Tu me renverras un message le dimanche matin pour me dire si t'es bien planté. Non, c'est pas impossible du tout. C'est pas impossible du tout. Impossible. Non, c'est pas impossible du tout. Et en tout cas, on va s'éclater devant ces combats, c'est évident. Merci à vous, messieurs, pour cette présence. C'était passionnant de pouvoir parler de lutte et j'espère qu'on pourra le refaire pour d'autres combats à venir, pour vos poulains notamment. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode du RMC Fighter Club. On de la force, des commentaires, des pouces bleus, ça fait toujours avancer le bousin. Et à très vite pour un nouveau numéro du Fighter Club avec Baba de retour dès lundi prochain. Salut à tous, salut Nico, salut Maxime, ciao ciao. Fighters Club.